Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Salut tout le monde et bienvenue à Info TCBH. J'espère que vous allez bien. Excusez. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On commence une nouvelle édition des Infos TCBH encore une fois cette semaine. Donc, cette semaine, les reportages que je vous ai réservés. La semaine dernière, jeudi, Ghislain a été filmé à la Forge à Bérubé, Rick et les bons moments. Donc, moi, je me suis entretenu avec Éric Blanchard, le leader finalement là, de cette formation-là. Puis, c'est une entrevue assez complète, je vous dirais, assez intéressante aussi. Ça fait une grosse partie de mon émission cette semaine. Donc, j'espère que vous aimez la musique. J'espère que vous aimez son style musical parce que c'est assez intéressant aussi comme musique à écouter. C'est assez le fun. C'est un mélange de rock puis de country. C'est vraiment trippant. Puis Éric est vraiment quelqu'un d'intéressant. Il m'a accueilli chez lui pour qu'on parle de son album, de son vécu musical aussi. Puis qu'est-ce qui l'a amené finalement à vivre à Sainte-Rita. C'est assez intéressant de voir justement un artiste qui vient de l'extérieur de la région, ce qui le pousse à venir habiter dans le coin. Par la suite, j'ai pu rencontrer Jenny Sirois, qui est chargée de projet pour Construction BCK Inc., qui est située à Saint-Simon-de-Rimouski. J'ai voulu m'entretenir avec elle sur les travaux sur la route 132 pour voir où ça en est, comment ça se passe, puis vers où ça s'en va, puis vous donner un peu plus de détails justement par rapport à ce chantier-là, parce qu'on passe pratiquement tous et toutes là, sur la route 132 à ce niveau-là, avec la voie de contournement qu'ils ont faite là, au début de l'été. Et je sais que c'est pas tout le monde qui est au courant que c'est justement la réfection d'un ponceau pour faire passer la rivière finalement. Donc vous allez avoir plus de détails dans le reportage. Et avant de commencer tout ça, j'aimerais vous parler d'une campagne de financement que le Havre de la Faune, refuge pour animaux sauvages, le seul au Bas-Saint-Laurent, a lancé il n'y a pas si longtemps. En fait, vous savez pour certains que je suis cofondateur du Havre de la Faune, mais je vous en parle vraiment plus à titre informatif. Pour ceux qui ont la cause de la santé de la faune finalement là, de notre région à cœur, vous pouvez aller sur le site havredelafaune.com et aller directement dans l'onglet « Dons ». Il y a une campagne de financement qui a pour but de construire l'abri de notre orignal mousseline. Donc, on a finalisé la construction de son enclos il n'y a pas si longtemps, mais il reste encore à construire l'entrée et son abri finalement pour l'hiver, pour les dures périodes. Donc voilà, vous avez plus d'informations si vous allez sur la page Facebook du Havre de la Faune. Tous les détails sont là. Allez vous informer sur la cause. Et moi, en description de la vidéo ici sur YouTube, je vais vous mettre le lien direct, là. Donc, si vous avez la cause de la faune locale à cœur, rendez-vous là-dessus. Vous faites le don que vous voulez, le montant que vous voulez là-dessus. Donc, en mon nom et au nom de toute l'équipe du Havre de la Faune, je vous remercie là, de votre participation à ceux et celles qui vont donner. Je vous présente tout d'abord le reportage que j'ai fait avec Jenny Sirois de Construction BCK. Les travaux consistent au remplacement d'un ponceau qui est en tôle d'acier ondulé par un ponceau qui est coulé en place en béton armé avec une largeur de 9,5 mètres par 6 mètres de hauteur intérieure. Puis c'est ça, c'est de refaire aussi là, la route là, 132 là, suite à la construction là, de ce ponceau-là. Il y a eu aussi la construction de la déviation là, de la route 132 aussi, qui était obligatoire là, pour faire passer là, la circulation. Les travaux ont commencé au mois de juin, au début juin, pour justement la construction du chemin de déviation. Après ça, en juillet, on a commencé l'excavation de la route 132 pour l'enlèvement du ponceau.
Puis on s'attend à terminer, si la température est avec nous, de faire le pavage là, sur la fin de la semaine prochaine, donc aux alentours là, du 30 octobre, là, si tout va bien. Oui, Construction BCK est incorporée depuis 1995 et travaille à grandeur de la province de Québec. C'est un de nos plus gros chantiers, là, celui qu'on fait présentement là, ici. Là. On a engagé Fondation BA et Pro-Armature comme sous-traitants pour faire la construction du ponceau en béton, incluant toutes les armatures qu'on avait besoin là-dedans. Fait qu'on a pris un contracteur local pour travailler avec nous là, sur ce projet-là. Le projet a été affiché par le ministère des Transports directement sur le SEAO, qu'on appelle le système électronique d'appel d'offres. Fait que tous les entrepreneurs du Québec avaient accès à cette job-là, finalement. Fait que nous, on a soumissionné, puis c'est nous qui a été le plus bas soumissionnaire conforme, dont le contrat nous a été octroyé là, par le ministère des Transports. On est de retour. J'espère que vous avez apprécié le reportage de Construction BCK avec les beaux plans de drone que j'ai pu faire au-dessus du chantier. Je trouve que c'est assez intéressant de vous montrer un autre point de vue parce que on passe toujours sur la 132 de la voie de contournement, comme je disais en ouverture d'émission. Donc, on ne voit pas vraiment l'étendue de ce chantier-là. Donc, bravo à toute l'équipe de Construction BCK, Fondation BA et Pro-Armature pour leur excellent travail sur ce chantier. On y va maintenant avec la pièce maîtresse de notre émission, le reportage que j'ai pu faire sur Rick et les bons moments. Bon visionnement. Ça serait le fun qu'on passe un bon moment ensemble. En tout cas, je nous le souhaite. Puis voyons ce qui se passe. C'était un lancement spectacle. Puis d'ailleurs, on a eu la chance de faire un spectacle. Hein. C'est sûr qu'avec le Québec en zone rouge, c'est de moins en moins possible. Puis nous autres, on était juste limite pour pouvoir jouer devant le public. Puis en même temps, c'était mon premier spectacle à vie en tant que chanteur. J'avais jamais chanté sur une scène. Puis c'était franchement bien stressant. Puis en même temps, j'aime les défis, fait que c'était comme un peu des deux. Puis dans la salle, il y avait bien des gens de Saint-Rita, fait que je me suis senti en famille aussi. Fait que tu sais, ça a bien passé pour ça. Mais somme toute, je crois que c'était une belle soirée, ouais. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été un amant de la musique. Je pense que la première fois que j'ai dû avoir joué de la musique, je pense que j'avais une petite guitare, j'avais 4 ou 5 ans peut-être. Je pense que j'ai toujours eu une oreille musicale. Puis ça s'est développé un petit peu plus à l'adolescence. C'est devenu plus obsessif, mettons. Ouais. Moi, je viens pas d'une famille de musiciens. Moi, je viens d'une famille de travailleurs. Mon père travaillait à l'Hydro-Québec. Mon grand-père était électricien au moulin à papier de Bécomo. Puis du côté de ma mère, c'était des travailleurs sur la construction. C'était des gens travaillants, tout ça. Puis mais ils aimaient la musique. Puis je crois que du côté de ma grand-mère, qui était de Pointe-au-Père, je pense qu'elle avait un frère qui était dans l'armée, mais il jouait de la guitare. Mais tu sais, c'était pas vraiment une famille de musiciens. Ouais. Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle. J'ai commencé à gagner ma vie, j'avais 21 ans. Avec la musique. Puis là, dans ce temps-là, on faisait la tournée des clubs. Là. Il y avait des gros clubs dans ce temps-là, des 500, 600, 800 personnes. Puis on faisait 50 semaines par année de tournée, à raison de 4 à 7 soirs semaine. Fait que moi, j'ai fait ça, ce circuit-là, à mes débuts.
Fait que j'ai dû faire ça pendant 3-4 ans peut-être. Après ça, j'ai eu mon premier groupe de composition qui s'appelait Eons. C'était un groupe de Québec. Puis après ça, j'ai commencé à faire de la réalisation d'albums. J'étais devenu réalisateur, arrangeur. Puis là, j'ai travaillé encore une dizaine d'années en studio pour plusieurs artistes du Québec. Puis après ça, j'ai eu une compagnie de disques à Québec aussi. Ouais, j'ai été président d'une compagnie de disques. Ça s'appelait Les Disques Nomades. Puis c'est nous autres qui avons lancé d'ailleurs le premier album de Tire le Coyote. Ah oui, OK. Ouais, c'était un bon ami. Puis on était basé sur Québec. Puis on a lancé quand même pas mal de bandes de Québec, d'artistes. Puis je me suis occupé d'un groupe justement à ce moment-là qui s'appelait Raton Lover. Puis j'ai fini par devenir guitariste du groupe. Puis là, dans les 6 dernières années, j'étais redevenu un petit peu plus musicien de tournée. Fait qu'avec les Ratons Lovers, on a fait au-dessus de 300 spectacles, je crois. Puis on s'est promené pas mal. Fait que c'est pas mal ça. Là. Je te fais un gros résumé là, parce qu'on s'est promené partout. Moi, c'était vraiment un projet que je faisais là, on the side. Je pensais sortir ça indépendant, pas trop faire de bruit avec ça. Puis, au début de la pandémie, on avait une tournée avec les Ratons. On partait 3 semaines en tournée. Puis la tournée s'est annulée là, la première journée de la pandémie, là, que tout a fermé. Puis à ce moment-là, on avait un rendez-vous à Montréal avec la compagnie de disques le lendemain de l'annulation des shows. Puis notre gérante, elle a parlé du fait que j'étais en train de faire des chansons solo à la directrice de la compagnie de disques. Puis elle voulait entendre ça. Fait que je leur ai envoyé où j'étais rendu. Puis là, à ma grande surprise, ils avaient le goût de sortir l'album. Puis après ça, moi, j'avais manifesté au groupe Raton Lover que j'allais finir la tournée du 3e album, mais j'étais pas certain de faire un 4e disque puis de repartir en tournée là, avec le groupe. Là. Je commençais à être fatigué un peu de ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, quand on a vu que mon projet commençait à prendre de l'ampleur, veux pas, il y a des choix qui se font. Moi, j'ai décidé d'accorder plus d'espace à ma famille, à ma blonde, mes amis, puis d'avoir peut-être une vie un petit peu plus équilibrée ici à Saint-Rita. Fait que c'est sûr que là, je pourrais pas faire mon projet solo puis d'être dans les Ratons Lovers en même temps. La prochaine tune, je vais la dédier ce soir à mon bon ami Steph Godreau, un super pote à moi qui a décidé que son voyage était fini il n'y a pas longtemps. Puis je la dédie aussi à tout le monde qui s'est déjà senti comme un vieux char parqué dans le fond d'une cour à escale. Je me suis pas posé de questions, j'ai juste fait ça comme j'aimais. Moi, je suis un fan de rock puis de musique country. Fait que c'est mes 2 plus grosses influences. Fait que ce projet-là, c'est pour ça que j'y tenais, c'est que je voulais pas avoir de compte à rendre. Je voulais pas sentir de pression. Je voulais juste faire de quoi que j'aime avec les musiciens avec qui je voulais vraiment jouer. Tout ça dans l'harmonie, là, puis justement vivre des bons moments. De là, le nom du groupe. Fait que c'est vraiment, là, du début à la fin, on a juste fait ce que ça nous tentait. J'ai vraiment eu la chance de jouer vraiment avec les gens avec qui je voulais. J'ai même attendu qu'ils soient disponibles. Le co-réalisateur du disque, qui est guitariste aussi dans le groupe, il s'appelle Éric Dion. Lui, c'est le chanteur du groupe Dans le Shed. C'est un gars de New Richmond, en Gaspésie. Il m'a beaucoup aidé au niveau des textes aussi, parce que moi, je suis plus compositeur qu'auteur. J'avais des idées de ça, puis il m'a aidé à voir clair là-dedans. On a coécrit un peu. Puis lui, c'est un maître de la guitare slide. Fait que je suis bien content. Après ça, il y a Benoît Claveau, un gars de Saint-Georges-de-Beauce, qui habite Québec. Lui, il joue avec le groupe Bodactan, qui est un groupe, on va dire, rock, un genre traditionnel rock. Là. Il mélange de la musique traditionnelle celtique puis le rock.
Puis eux autres, ils jouent partout sur la planète. C'est vraiment un super projet. Fait que Benoît Claveau, qui a son projet aussi, qui est à la basse. Après ça, à la batterie, on a sur l'album, c'est Maxence Cormier, du Nouveau-Brunswick. Puis lui, c'est le batteur du groupe Les Hôtesses d'Hilaire, qui est un groupe très connu là, en Acadie, tout ça. Puis un super batteur. Fait que c'est tous des gars que j'avais spotés depuis longtemps, puis je tenais vraiment à ce que ça soit eux. Puis ils ont accepté de venir jouer sur l'album, je suis content. Puis pour la tournée, ben on a un autre batteur qui est Olivier Beaulieu, qui a joué avec Karim Ouellette, entre autres. Plein de monde, Hubert Lenoir, qui est un gars de Bécomo. Fait que ça fait une belle équipe. Pourquoi Saint-Rita? Écoute, c'est une histoire d'amour, là. J'ai mes deux meilleurs amis qui sont déménagés ici il y a 10 ans. Ils ont acheté des terres ici, puis moi, je venais les visiter de temps en temps, tout ça, pour juste les voir, les aider, tout ça. Puis en 2014, c'est ça, suite à un épuisement professionnel, j'étais venu me reposer 3 semaines à un des chalets de mes amis sur le bord du lac, puis je suis pas reparti. J'ai décidé de passer l'hiver dans ce petit chalet-là. C'était pas isolé pour l'hiver, tout ça. Puis il y avait pas de chemin, pas d'eau, rien. Fait que j'ai fait un hiver là, à raquettes et poêle à bois, tout ça, là, dans ce chalet-là. J'ai passé l'hiver là. Je me suis engagé dans une érablière aussi. Fait que j'ai travaillé dans le bois tout l'hiver, puis ça a changé ma vie carrément. T'sais. Ça faisait des années que j'avais pas... je m'étais pas autant reconnecté, je pense, avec mon essence profonde. La musique, pour moi, ça a un côté grisant, mais je pense profondément, je suis plus un gars de bois. Moi, dans le bois, c'est là que je me sens le plus bien. Dans la nature, je me pose pas de questions. J'adore les animaux, j'adore... Mon son préféré, c'est le vent dans les feuilles. C'est même pas la musique. J'écoute pas tant de musique. Les gens vont dire « Ah, les musiciens, ça écoute tout le temps de la musique. » Moi, j'aime mieux le silence. Puis j'aime bien, c'est ça, le son du vent dans les feuilles ou le bruit des vagues, hein, la mer, tout ça. C'est ça qui me parle le plus. Puis là, après, ben, tu sais, j'ai appris à connaître les gens du coin. Puis j'ai été super bien accueilli. J'ai eu un accueil au-delà de mes espérances. Fait que, tu sais, je me suis senti vite intégré. Puis moi, je suis quelqu'un de familial, communautaire. Je crois à ces valeurs-là. Fait que, tu sais, ça n'a pas été long que je me suis senti chez nous. Puis moi, j'espère être ici longtemps. Ouais. Moi, je disais que je m'en venais à ma pré-retraite tranquillement. Puis rendu à 50 ans, je me suis posé la question, tu sais, à l'approche de mes 50 ans, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai pas fait dans la musique que je pourrais regretter si je quitte le milieu? Puis je me disais, tu sais, j'ai accompagné beaucoup de chanteurs en tournée, en studio, je fais de la réalisation d'albums, mais moi, j'ai jamais chanté des chansons que je composais. Puis je me suis dit, ben je vais me lancer ce défi-là avant de prendre ma retraite. Fait que c'est carrément ça que j'ai fait, sans trop réfléchir quand même. Puis 1 an, quasiment jour pour jour après avoir commencé, l'album est sorti. Là, ça a pris 1 année faire ça. Fait que ça va de même. TD, TDA, TDAH. Malade, man! TD, TDA, TDAH. Ben, mes textes, tu sais, c'est souvent des histoires. Tu sais, mettons, par exemple, il y a une chanson qui s'appelle CHLSD. Puis ça, je me souviens que je me suis chanté ce refrain-là en travaillant justement sur l'érablière il y a 2 ans. Ça m'est venu en tête parce que je réfléchissais justement à la façon que les gens étaient traités dans les centres de soins quand ils perdaient de l'autonomie, tout ça. Puis moi, venant des familles
qui ont toujours pris soin des aînés. C'est quelque chose qui m'a tout le temps un peu choqué de voir, tu sais, quand j'allais visiter les grands-parents, tout ça, quand je voyais des gens à côté qui n'avaient pas de visite, tout ça, puis qui étaient comme laissés à l'abandon, j'avais beaucoup de difficulté à accepter ça. En même temps, ben, je veux pas juger, hein, il y a différents climats familiaux, tout ça, qui mènent, mais je trouvais qu'en général, je trouvais que notre société abandonne les gens rendus à un certain âge. Puis je trouvais ça malheureux. Fait que je me suis imaginé un centre où c'est que les gens consommaient des drogues ou des médicaments. Puis il y avait la réflexion aussi que, tu sais, que ce soit des médicaments ou des drogues illégales, ça reste que c'est de la drogue. Puis on a tendance à donner des pilules un peu vite aux gens pour pas qu'ils dérangent. Puis dans ma chanson, tu sais, je parle de ça, mais j'essaie de rendre ça d'une façon un peu ludique. Mais ça reste qu'il y a quand même une certaine heure où c'est qu'on va donner la pilule aux gens après le souper pour qu'ils s'endorment de bonne heure, puis tout ça. Puis moi, je trouve ça malheureux. Hein. C'est ça. Ça, c'est vraiment un sujet pour moi qui était important. Fait, j'ai fait une chanson là-dessus. Après ça, j'ai parqué sur le flat qui parle plus de dépression masculine. Moi, je trouve que, en tant que gars, c'est souvent pas facile de parler de ces états-là, puis de jusqu'à quel point qu'une dépression peut t'amener aussi dans, on va dire, dans la noirceur. Puis j'ai essayé d'écrire une chanson avec le point de vue d'un gars, puis c'est pour ça que j'utilise des mots, je me sers d'une voiture, je me sers de mots de mécanique, tout ça, parce que je disais, il me semble qu'une toune qui parle au gars, ça serait cool. Fait que c'est ça, c'est des histoires qui tournent autour de ces sujets-là. Là. Ouais. Ben là, à partir du vendredi 23 octobre, là, l'album est en vente sur toutes les plateformes. Je pense qu'il va être en vente dans les Archambault, tout ça. Vous pouvez toujours aller sur Facebook. Rick et les bons moments. YouTube, un peu partout, tout ça. Puis pour les spectacles, ça, ben, ça va aller selon la COVID, là, tout ça, là. On va faire attention à nos aînés, justement, puis après ça, bon, on verra s'il y a des spectacles à faire ou pas, mais d'ici là, ben, il y a la radio aussi, là, peut-être que vous avez déjà entendu une chanson, ou je sais que TDH va commencer à jouer bientôt, tout ça, puis je pense que, mais via Facebook, c'est facile de suivre là, ce qui se passe. Okay. Ouais. Bon, ben, je te remercie beaucoup de ce temps. Merci à toi. Merci d'être venu dans mon sous-sol, ma man cave. Merci de nous aider à fermer le chalet. Ça me fait plaisir, ça me donne l'occasion de voir toi puis ta grande. Marie-Maude, dans notre région, on peut mettre tous nos restants de table au bac brun, mais aussi les résidus de jardin et de plate-bande. Pendant le ménage de l'automne, on peut utiliser les feuilles mortes pour enrichir le sol de notre terrain et les branches mortes pour se réchauffer. S'il y en a trop, on peut les déposer à un éco-centre. Il y a tellement de solutions! Nos poubelles restent presque vides! Et vite, tu sais patins, ta fille? Mon bac brun, ma solution d'avenir! Moi, ce que j'ai aimé, là, c'est révélateur longtemps après. Mais tu sais, quand tu me disais, là, jette pas tes affaires tout de suite, mais je t'avais pas écouté, hein, je les avais pas jetées, mais au bout de 3 mois, je pense. Mais il y a des affaires qui m'ont parlé 1 an après, 1 an et demi après, vraiment, vraiment beaucoup. Il y a de la magie, je trouve, là-dedans. Pour moi, en tout cas, ça a été ça, là, vraiment. Les images restent. Oui, oui, oui. Puis
sais, c'est tellement ce qu'on sent là-dedans, c'est tellement particulier qu'on ne peut pas découvrir tout de suite quand on le fait, puis même après. C'est qu'à un moment donné, soit que tu fasses des rêves ou que d'autres choses t'arrivent, puis que tu te dis, regarde, là, c'était ça, tu sais. En art-thérapie, tu arrives là, d'abord, tu sais pas dessiner. Puis là, c'est tout de suite ce qu'on se dit, hein. Ben là, dessiner, moi, je sais pas dessiner, tu sais. Tout le monde dit ça. Quand j'en ai parlé, moi, tout le monde dit. Mais c'est pas nécessaire. Elle me dit, des petits bonhommes à lumière, tout le monde est capable de faire ça. Ouais. Mais il sort plein d'affaires là, que tu n'aurais jamais pensé mettre sur papier ou... Juste les couleurs qu'on utilise, ça. Oui, oui, tout est parlant là-dedans. Hein? Les formes, si c'est cassé, cassé. Des fois, on exprime beaucoup de colère avec... Puis, je regarde les dessins, il y a beaucoup de courbes. Ça reflète beaucoup notre état d'âme aussi. Ben, tu vois, moi, c'était de oui, je peux mettre de la couleur noire, oui, je peux en mettre du noir, pas juste du gris pâle, puis des affaires de même. Ah ouais, tu veux mettre du noir, mais du noir. Moi, l'art-thérapie, dans le fond, ça m'a vraiment apporté une légèreté que j'avais pas, tu sais, que je trouvais toujours que je traînais un fardeau sur les épaules. Fait que, de voir que tu as l'opportunité d'ouvrir des portes que nécessairement tu n'aurais pas ouvert ou quoi que ce soit, puis te le permettre, en fait, pour te respecter toi-même, puis apprendre à cheminer sur ta réalité, là. Mais c'est ça que ça m'a apporté, l'art-thérapie. Moi, j'ai fait des ateliers de groupe, justement, avec Isabelle, était là. Puis, tu sais, Marie-France nous prépare, on fait de relaxation. Puis après ça, elle nous met comme dans une atmosphère pour voir qu'est-ce qui va émerger. Puis c'est spécial de voir les images, les couleurs, ou des choses comme ça qui émergent. Puis ça fait comme notre intuitif, notre intuition. C'est pour ça que je dis c'est notre âme, c'est notre intérieur. Puis de ne pas se censurer. Oui. De ne pas juger, censurer, dire faire confiance à ça. Là. Mais ça prend, je pense qu'en art-thérapie, c'est ça, là, je veux dire, ils sont là pour nous guider, mais ça prend quelqu'un aussi qui est simple, tu sais, une belle simplicité qui t'accompagne, puis tu sais qu'elle est là, puis que, tu sais, ce que je disais tantôt, la moindre petite détail, ils n'en disent pas beaucoup, mais ce qu'ils disent, c'est... J'étais déconnectée. Puis c'est ces exercices-là qui ont fait que tranquillement, pas vite, j'ai pu me reconnecter avec moi-même, avec ce que je voulais. Puis... Mais tranquillement, des fois, hein, on se sépare de ce qu'on est, de ce qu'on veut, de nos besoins primaires, quasiment. Ça a fait du bien. Puis c'est justement ces ateliers-là qui ont fait que j'ai pu me reconnecter. Merci, Marie-France. Alors, bienvenue au Jardin du jour d'après. Je m'appelle Louis-Philippe. J'ai développé ce projet-là avec ma copine Wina. On a pris possession de la terre en été 2018. La terre est de 1,4 hectares, soit 3 acres. La mission de l'organisme est de développer la conscience écologique des gens et de développer la connaissance au niveau de la biodiversité, tout en expérimentant moi-même nous-mêmes, en fait, dans cet environnement-là. Mais c'est de partager nos connaissances et nos découvertes sur le plan de la biodiversité. Pourquoi tu as voulu te lancer dans un projet de capsule sur la paysannerie? J'ai voulu, depuis quelques années, avec ma copine Wina, on développe des connaissances sur l'autonomie alimentaire, puis je voulais inspirer du monde, puis je voulais que les gens qui connaissent pas ça puissent dire « Ah, ça semble pas si compliqué que ça », parce que si je m'en viens dans la MRC des Basses, par exemple, il y a quelqu'un qui peut m'appuyer, à laquelle je peux me référer si j'ai des questions concernant les bébés dans mon jardin, par exemple, puis je sais pas quoi faire, tu sais. Donc, l'idée, c'est de faire venir des gens en région, puis qui prennent
le contrôle de leur alimentation, puis qu'ils soient capables de le faire sans avoir à faire des études, ou de connaître ça nécessairement. Je vais te ramener au départ de ton printemps. Tu as fait tes semences. On va parler de la tomate. Comment tu as choisi tes variétés de tomates que tu plantes? J'essaie d'encourager les semenciers locaux. Ouais. Donc ici dans le Bas-Saint-Laurent, il y en a 2 qui sont une au Bic, les Jardins de Julie, puis la Société des plantes au Kamouraska. Puis j'aime bien aussi Yves Gagnon, semencier du Grand Portage. Et dans le fond, j'essaie de plus possible d'avoir des tomates qui sont rustiques pour le Bas-Saint-Laurent, qui est une région qui est froide. On est à l'embouchure du fjord du Saguenay, donc on reçoit les vents froids du Saguenay. Donc il faut des tomates qui soient adoptées. J'aime bien les 42 jours. 42 jours une tomate pour rougir, pour être prête. C'est des tomates nordiques là, qui ont été sélectionnées avec le temps, là, que je vais essayer cet été. Je ne l'ai pas encore essayé, mais celle de Patrice, là, de la Société des plantes, saucée. C'est celle que l'année passée qui nous a nourri tout l'hiver. Donc, excellent plan de tomates déterminé. Et déterminé, ce que ça veut dire, c'est qu'on sait à peu près combien de tomates il va y avoir par plant. Et les indéterminés, c'est plus ceux qui se font pousser dans les serres. C'est des tomates qui vont produire et continuer à croître toute la saison en continu. Donc, eux, c'est des indéterminés. L'idée, c'est que je ne veux pas avoir à m'occuper de tomates en trop. Ouais. Donc, je sais qu'ils sont prêtes à l'automne. Donc, notre manière de fonctionner est vraiment dans une perspective de faire un blitz à l'automne pour l'hiver. Sinon, tu dois continuellement toute l'été. Puis moi, c'est ce qui m'arrive aussi, c'est que tout au long de l'été, j'ai des productions de tomates, puis là, moi, je les congèle au fur et à mesure. Puis après ça, quand j'en ai déjà de congelés à partir de mi-juillet. Une nouvelle préoccupation aussi de nos générations qui prennent conscience de la fragilité de la vie, puis que, je pense que la génération avant nous s'est beaucoup sacrifiée pour le travail. Ouais. Puis comme, je pense que la nôtre veut prendre le temps de ralentir aussi, là, de comme profiter de la vie. Ouais. Puis je pense que la paysannerie, ça nous offre ce côté-là aussi. Parce que ça va au-delà d'être autonome alimentaire, il y a un réel plaisir social, environnemental et politique à faire pousser nos propres légumes. Exactement. Et accueillir. Les échanges que ça amène, les échanges de connaissances, les échanges de récoltes. Ce qui est cool avec ce que je rêve de mettre en place, puis je pense que ça a déjà été fait ici dans les Basques, là, mais un échange une fête des récoltes, finalement, où on arrive avec des pots maçons de sauce à spag différentes qu'on a faites, puis on s'échange des sauces à spag, ce qui fait en sorte que comme t'as pas juste ta sauce, tes 32 litres de sauce à spag pour l'hiver, t'as celle des autres, puis comme tu peux... ça peut être un réel plaisir d'échanger ce que tu produis pas. T'sais, moi, j'ai pas de ruche. J'aimerais ça avoir du miel contre de l'ail, par exemple. Ouais. Ben, si tout le monde faisait un petit peu toute sa part pour faire pousser, ça enlèverait justement un poids sur le système alimentaire mondial qui fait qu'on a besoin de faire venir des choses à l'extérieur parce qu'on ne le fait pas faire ici. Là. La chronique de la régine, je vous présente un outil horticole que j'affectionne particulièrement. Il s'agit de la grelinette. Elle permet d'aérer le sol afin d'activer la décomposition du sol avec les bactéries qui sont aérobiques, c'est-à-dire qui ont besoin d'oxygène pour s'activer, décomposer la matière organique pour la rendre accessible pour la plante. Donc, elle permet d'accélérer l'activité biologique dans le sol. Il faut tenir la fourche debout, l'enfoncer bien dans le sol et soulever un peu la terre afin de créer des espaces d'aération. En mettant son poids, ça permet aux dents de se renfoncer plus profondément, donc avoir un meilleur aération là, en profondeur. Tu as amendé ta terre? Avec quoi tu as amendé? Alors l'amendement, ça fait 2 ans
qu'on cultive ici. La première année, on a fait un engrais vert au complet, question d'enrichir le sol. On y a fait beaucoup d'ajouts de compost mûr, une grande quantité à chaque année au printemps et à l'automne, dans l'optique de créer un sol puis une vie dans la terre. Donc, pour l'amendement de cette année, on a poursuivi là, avec une grande quantité de compost dans le cas des tomates, avec un apport en chaux. Je fais un apport, c'est la deuxième année, j'en ai fait une l'année dernière, puis j'en fais une cette année, question d'équilibrer le pH. Si vous commencez un projet, faites faire un test de sol, faites-le vous-même, puis envoyez-le à un laboratoire pour être en mesure de savoir exactement où sont les carences. Et le pH aussi, là, qui permet une meilleure absorption des minéraux par les plantes. Donc, en fonction de ça, choler, mettre du compost et bien sûr l'excellent fumier de poule qu'on met aux racines là, en étant sûr de bien mélanger la terre pour pas qu'il y ait de contact direct de la plante sur les racines. Moi, c'est Julien Colpron-Trandé. Je suis le nouveau président de l'organisme Les Jardins de Rita de Cassia. C'est quoi les Jardins de Rita de Cassia? C'est un organisme qu'on a créé en fait pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire dans notre village, mais aussi d'un point de vue régional, là, dans le mouvement qu'il y a présentement au Québec là, de se nourrir bien et localement. Fait qu'on a créé cet organisme-là pour en premier lieu commencer un jardin d'un point de vue local au sein du village en fait. C'est un jardin qui est au cœur du village, à côté de l'église, derrière l'école. Puis c'est ça, c'est la deuxième année uniquement qu'on produit dans ce jardin-là, là, mais il y a d'autres buts après ça à l'organisme, de développer un terrain qui appartient à la municipalité actuellement, là, mais qu'on pourrait avoir plein d'autres projets là, au cœur de ce terrain-là. Là. Comme même on parlait de peut-être un mini-quartier de petites maisons, où il y a plein de choses, là, mais d'un point de vue toujours dans le but de promouvoir l'autosuffisance alimentaire. Qu'est-ce qu'on devrait retenir pour faire des semences? Que ça soit quelque chose qu'on fait à tous les années ou que ce soit notre première fois? Je dirais diversifier la production. Dans les 200 dernières années, il y a eu beaucoup de variétés de semences qui ont disparu, je pense entre autres aux tomates. Donc, essayer de conserver, faire des échanges de tomates, c'est-à-dire de semences de tomates, pour se faire connaître des nouvelles variétés, pour continuer à propager la diversité là, sur notre territoire. Les infos TCBH, votre émission d'actualité locale et régionale. Restez informés de tout ce qui se passe dans votre région. Les infos TCBH, tous les jours de semaine et de fin de semaine, 6h et 18h. Seulement sur les ondes de TCBH. Vous êtes un passionné de quilles? Vous aimeriez apprendre tout en vous divertissant? Dans ce cas, ne ratez pas Histoire de quilles, tous les lundis 20h, en reprise les mercredis 14h et les vendredis 23h59. Seulement sur les ondes de TCBH. Ça, là, l'art-thérapie, on rentre là-dedans sans savoir que vraiment, là, c'est libérateur à ce point-là. Là. Moi, je ne savais pas l'effet. On avait travaillé l'argile, puis je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi j'avais fait ça. Puis, tu sais, mais
Là, c'est comme la raison qui veut se connecter, hein? Tu veux comprendre, puis finalement, à un moment donné, tu te rends compte que t'as pas besoin de tout comprendre, mais juste de vivre cette émotion-là, finalement, de se donner le droit de la vivre. Il n'y a pas de cadre. Tu sais, c'est pas... on s'en va pas dans un endroit X, c'est un local, c'est chaleureux. Tout le contexte est là, je trouve, pour être dans l'ouverture. Oui. Puis on a l'impression, tu sais, c'est pas juste la parole, justement, on a l'impression qu'on fait quelque chose, là. On crée notre vie, dans le fond. Il y a des choses là-dedans que c'est pour ton esprit, il y en a d'autres que c'est pour ton corps. Mais l'art-thérapie, c'est pour l'âme. Moi, ça me rejoint beaucoup quand vous disiez tout à l'heure, moi, c'est que Marie-France est arrivée dans ma vie dans une période où j'avais été voir des psychologues, des travailleurs sociaux, puis on dirait que j'étais plus là, j'avais plus le goût. J'avais pas le goût de jaser, il me semble que j'avais plus rien à dire, mais en même temps, j'avais encore ce mal-être-là qui est là, puis tu te dis, ben voyons, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Marie-France est arrivée à ce moment-là. Puis, moi, écoutez, j'ai aucun talent artistique. Mais avec elle, j'étais capable de me laisser aller, puis d'être pas dans le jugement de mon œuvre, mais dans juste qu'est-ce qui est là. Puis, ça m'a aidée, moi, parce que c'est là où j'ai compris de où ça venait. Puis, souvent, c'est de loin, c'est imprégné en nous autres, puis on sait pas pourquoi. Fait que moi, c'est à partir de là que j'ai vraiment compris qu'est-ce qui se passait, puis j'ai été capable de changer. Moi, ça a vraiment changé ma vision de la vie, puis je comprends un peu plus qu'est-ce que je peux faire pour m'aider maintenant. Puis, moi, ça a vraiment été dans l'inconscient. On dirait que souvent, avec notre tête, on se met des limites, que avec l'art, tu n'as pas de limites. Non, c'est ça. C'est ça, on devient... C'est qu'à un moment donné, soit que tu fasses des rêves ou que d'autres choses t'arrivent, puis que tu te dis, regarde, là, c'était ça, tu sais. Tu sais, quand l'art-thérapie arrive dans ta vie au bon moment, tu sais, quand tu t'y en attends pas, puis que tu en as vraiment besoin, puis que c'est ça qu'il te fallait là, au bon moment, pour monter une marche de plus, tu sais, c'est tout à fait ce qui est arrivé, là. On est de retour. J'espère que vous avez apprécié le reportage que j'ai fait avec Éric Blanchard. En ce qui me concerne, j'ai vraiment aimé mon expérience puis ma rencontre avec lui. C'est souvent justement dans ce type de rencontre-là que que mon métier me permet de vivre des belles expériences. Donc, je remercie vraiment M. Blanchard là, pour cette rencontre agréable. Comme vous le savez peut-être, à la télé communautaire, on a 1 heure d'actualité à couvrir à chaque semaine. Comme le COVID est présent, comme il n'y a pas tant d'événements non plus à couvrir de ce temps-là à cause du COVID et d'autres circonstances générales, bien, pour combler notre heure d'information hebdomadaire, on se doit de lire des communiqués de presse. Donc, c'est sûr que c'est peut-être la partie la moins palpitante, on va dire ça comme ça, de l'émission, mais restez quand même à l'écoute parce que c'est des trucs qu'on a diffusés sur notre page Facebook. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à notre page Facebook, je vous invite à aller cliquer directement dessus pour rester à l'affût de l'actualité qu'on vous transmet. Donc, bien entendu, sur cette page Facebook, à chaque jour, pratiquement, on vous transmet des communiqués de presse qui entrent. Je vous dirais, il y en a par dizaines qui rentrent à chaque semaine. Donc, moi, je vous les transmets directement là-dessus, mais je sais que c'est pas tout le monde, qui est abonné à notre page, allez-y, message subliminal, et c'est pas tout le monde qui a Facebook non plus qui est à l'aise à aller sur Internet. Donc, pour combler ce manque-là, moi, je vais vous faire la lecture des communiqués qu'on a pu publier cette semaine. Tourisme Rivière-du-Loup poursuit sa campagne d'achat local, une boutique des fêtes aménagée dans le bureau d'information touristique. Afin d'offrir une vitrine pour les artistes, artisans, producteurs, hôteliers et restaurateurs locaux, Tourisme Rivière-du-Loup, grâce à l'appui de la MRC de Rivière-du-Loup, lance la boutique des fêtes. Du 27 novembre au 23 décembre 2020, le bureau d'information touristique du 189 boulevard d'Hôtel de Ville sera transformé en boutique éphémère. Y seront en vedette une grande variété de produits, du savoir-faire de la MRC de Rivière-du-Loup et des membres de Tourisme Rivière-du-Loup. Cette initiative s'établit dans le contexte de la pandémie, alors que les marchés de Noël se voient annulés. Tourisme Rivière-du-Loup invite donc toute la population à venir magasiner leurs cadeaux de Noël dans la boutique des fêtes et prioriser plus que jamais l'achat local. Les gens pourront ainsi magasiner en toute sécurité dans une ambiance des plus festives. Vous y retrouverez des produits agroalimentaires, de l'artisanat, des bijoux, des produits pour le corps, des œuvres, des certificats cadeaux et j'en passe. De tout pour tous les goûts.
L'équipe de Tourisme Rivière-du-Loup assurera la vente, la promotion et la mise en place de différents produits dans la boutique, et ce, dans le respect des mesures sanitaires émises par le gouvernement. La liste des exposants participant ainsi à l'horaire officiel de la boutique des fêtes se retrouveront sur notre site internet www.tourismerivièreduloup.ca. Restez à l'affût sur nos médias sociaux. Tourisme Rivière-du-Loup souhaite remercier ses différents partenaires qui rendent possible ce projet, dont la MRC de Rivière-du-Loup, la Ville de Rivière-du-Loup, les stations de radio Ciel et CIBM, Info Dimanche, les productions JR, Top Expo et la municipalité de Kakuna. Cette année, offrez local. Donc, je sais que certains vont se dire « Oui, mais là, c'est l'achat local de Rivière-du-Loup. Mais sachez qu'on couvre quand même 8 municipalités dans la MRC de Rivière-du-Loup. Donc, il ne faut pas laisser de côté ces municipalités-là qu'on dessert également. Donc, c'est pas seulement les Basques, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui se disent « Ouais, mais là, vous parlez des trucs qui n'ont pas rapport à notre région, qui n'ont pas rapport aux Basques, à Trois-Pistoles. » Encore une fois, pour ceux et celles qui l'ignoraient, on est desservi jusqu'à Biencourt au sud, Saint-Modeste à l'ouest et Esprit-Saint à l'est. Donc, c'est 21 municipalités sur 4 MRC. Donc, on se doit de couvrir toutes ces municipalités-là et tous les citoyens qui en font partie. Réorganisation à venir à la piscine régionale des Basques. C'est avec espoir que le conseil d'administration de la Corporation de la piscine régionale des Basques entreprenait son assemblée générale annuelle le 15 septembre passé, alors qu'une possible réouverture semblait à ce moment réaliste à moyen terme, moyennant l'embauche de ressources humaines pour ce faire. Mais depuis, force de constater que la situation demeure précaire encore en ce jour, et c'est pourquoi il est plus qu'ardu de planifier une réouverture de la piscine dans l'immédiat. Le manque criant de ressources qualifiées pour assurer le service et voir au bon fonctionnement des équipements demeure un problème de taille. À ce chapitre, on procède actuellement à un deuxième affichage pour le poste de responsable aquatique, mais les besoins se trouvent également au niveau de la surveillance du bassin en semaine par des sauveteurs qualifiés, prêts à l'emploi dans l'immédiat et bien sûr disponibles aux heures visées. En regard de ces données et en tant que propriétaire des installations, la Ville de Trois-Pistoles poursuit actuellement une analyse complète du fonctionnement afin d'assurer la pérennité en termes de gestion administrative et de fonctionnement du service et des infrastructures. L'évolution de l'analyse dictera, entre autres, les orientations quant à une reprise des activités lorsque les conditions ciblées seront rencontrées. Comme certains l'auront remarqué, la piscine est actuellement utilisée par des groupes sportifs de Rivière-du-Loup, accompagnés de leurs ressources humaines, leurs propres installations étant actuellement fermées pour travaux. Négociée en début d'année, bien avant la pandémie et les problématiques de gestion rencontrées par la Corporation de la piscine, cette location doit se poursuivre jusqu'en 2021. Soucieuse d'offrir un service de qualité et sécuritaire, la Ville de Trois-Pistoles remercie sa clientèle pour sa compréhension en lien avec cette désolante situation. Donc, vous l'aurez compris, la situation est encore exceptionnelle en ce moment à cause de la pandémie. Donc, la Ville de Trois-Pistoles prend les mesures nécessaires pour garder une certaine sécurité auprès de ses citoyens et la piscine régionale des Basques n'en fait pas exception. La chasse aux fantômes, samedi le 31 octobre 2020, de 14h à 16h à Trois-Pistoles et à Saint-Jean-de-Dieu. Bon, vous avez eu un reportage là-dessus la semaine dernière que j'ai pu faire avec Laurie Vaillancourt de la Maison de la Famille des Basques, mais c'est seulement un simple rappel. Vous avez jusqu'au 29 octobre pour vous inscrire et ce sera premier arrivé, premier servi parce que les places sont quand même limitées dû justement là, à la pandémie. Donc, je vous lis quand même le communiqué de presse que la Maison de la Famille nous a envoyé à ce sujet. La Maison de la Famille des Basques est heureuse de vous inviter à sa chasse aux fantômes dans les rues de Trois-Pistoles et de Saint-Jean-de-Dieu. Le samedi 31 octobre, entre 14h et 16h, enfilez vos plus beaux costumes et parcourez les rues de la ville. Sous forme de rallye, le parcours vous amènera de fantôme à fantôme et une surprise vous attend à la fin. Il est important de s'inscrire avant le 29 octobre afin que l'activité se déroule selon les règles sanitaires en vigueur. Une heure de départ sera attitrée à chaque famille. Réservez le moment qui vous convient dès maintenant. Le formulaire est disponible sur notre page Facebook ou en cliquant sur le lien suivant. Bon, pour les besoins de la cause, je vais vous mettre un lien sous la vidéo sur YouTube. D'une durée d'environ 30 à 45 minutes, le rallye est adapté pour toute la famille. Il était important pour nous de souligner l'Halloween d'une façon différente, tout en respectant les normes sanitaires. Nous sommes convaincus que ce rallye extérieur saura plaire à tous
petits et grands. Suivez-nous sur Facebook pour tous les détails et l'activité est gratuite. Ce sera remis au 1er novembre en cas de mauvaise température. Le ministre Lamontagne annonce une aide financière pour la promotion des aliments du Québec. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, a annoncé que le gouvernement du Québec accorde un soutien financier additionnel de 2,5 millions de dollars au Conseil de promotion de l'agroalimentaire québécois, aussi connu sous le nom d'Alimentation du Québec, pour l'année financière 2020-2021. Cette initiative vise à renforcer la promotion et l'identification des aliments québécois auprès des consommateurs par l'intermédiaire des marques de certification Aliments du Québec, Aliments préparés au Québec et ainsi que la déclinaison bio. Avec 22 000 aliments du Québec, ce n'est pas le choix qui manque pour encourager l'achat d'aliments d'ici. Pour accroître la visibilité de cette nouvelle et inciter les Québécois à acheter des aliments de chez nous, 3 ambassadeurs se joignent à Aliments du Québec. Geneviève Ogleman, Chuck Hughes et Stefano Faita. C'est ce qui conclut notre émission. J'espère que vous avez apprécié les 2 reportages qu'on vous a présentés, ainsi que les communiqués de presse. Ça va de soi. Donc, encore une fois, avant de nous laisser, je vous invite à nous suivre sur Facebook. Abonnez-vous à notre page. C'est important si vous voulez suivre l'information locale. Et encore une fois, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est gratuit pour ceux et celles pour qui le mot abonnement signifie dépenser des dollars. C'est absolument gratuit. Donc voilà, je vous invite à aller vous abonner à notre chaîne YouTube pour rester à l'affût de tous les reportages et toutes les émissions. Tout le contenu que vous pouvez voir ici sur le signal télé se retrouve directement sur notre chaîne YouTube. Place aux aînés, Vision Rap, Réflexion sur la vie, Info TCBH. La plupart de nos émissions se retrouvent là. Bien sûr, les quais ne se retrouvent pas là encore, mais ça va venir. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle édition des Infos TCBH. Salut tout le monde! Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.